Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui, d'assister durant ces 2 jours à ce séminaire dont l'intitulé « Adapter les stratégies foncières aux dynamiques liées à l'eau », dont la composition, comme l'a rappelé Sonia, des 3 sessions du programme concernant des situations de restauration écologique, de prévention des inondations, du risque de submersion, notamment littorale, me semble, vous semble, j'imagine, d'un intérêt évident, mais aussi d'une actualité à laquelle tout un chacun se trouve confronté de façon assez imminente et pressante. Alors, si dans les différents champs scientifiques et techniques qui nous rassemblent, tous ces enjeux sont bien présents, la question des risques socio-environnementaux, des transitions socio-écologiques nous habite de plus en plus, voire constitue, je pense, un des socles de nos compréhensions et perspectives de recherche, de nos lectures des territoires également. Il en est de même du côté des acteurs et des politiques publiques. Alors, je dois quand même vous dire d'où je parle et pourquoi je me retrouve devant vous pour cette occasion. Je suis historienne qui a bifurqué vers la sociologie, mais je préfère souvent me présenter comme ethnographe parce que la pratique de l'enquête de terrain est au cœur de mes démarches de recherche. Et je suis également prof à l'école d'architecture de Nantes. Et à ce titre, j'ai la chance d'enseigner dans un atelier de projet architectural et urbain avec mes collègues architectes et urbanistes, Chérif Anna et Saweta Chloé. Et les questions de montée des eaux, des risques socio-climatiques au sens large, des transitions socio-écologiques, ont participé à organiser de notre côté une transition pédagogique importante. En tout cas, dans notre studio de projet de master qui s'appelle Littoral Rétro-Littoral, nous tentons de répondre à ces questions en regardant ce que peut l'architecture. Alors, c'est très modestement de cela que je vais vous parler, comme un témoignage de la manière dont ces enjeux nous percutent et nous déplacent depuis le projet architectural et urbain et en relation avec une jeune génération qui ne veut plus ne pas parler de cela. Alors, prenons le territoire du Marais breton et du littoral atlantique, entre Loire-Atlantique et Vendée, si vous le connaissez. Désolée pour la capture d'écran Google Earth fait en dernière minute, mais il y a des images un peu plus. Donc, on est vraiment sur ce marais situé entre coteaux dunaires et forêts stabilisant la dune et voilà, au sud de Nantes, si vous le situez. Alors, le Marais breton, c'est une terre humide entre le trait de côte et le rivage continental. C'est un territoire façonné depuis le XIe siècle en un paysage travaillé et productif, et il est aujourd'hui largement délaissé, mais porte toutes ses traces. Locus horridus, lieu hérissé qui fait peur, lieu de répulsion, lieu de superstitio et de maladies troublantes, eaux dormantes, territoire malsain, terre de miasme, d'eau stagnante, méphitisme et anti-hygiénisme. Le Marais a eu une mauvaise réputation. Mais il est aussi un refuge. Le Marais est un lieu double, lieu d'hostilité, mais d'espoir. C'est un espace de nouvelles appropriations depuis les assèchements du Moyen-Âge. Il est par définition un territoire nouveau. Et pour la petite histoire, les seigneurs cédaient des terres aux vilains contre une rente faible et autorisaient les serfs à faire paître les animaux en commun en échange de corvées. Donc les vilains, ils étaient plus libres que les serfs. Donc de territoires malsains et improductifs, ils deviennent des territoires d'espoir et de liberté. Et la gestion hydraulique et économique du Marais a même donné lieu à une certaine forme de commun ou de modèle coopératif rétro-prospectivement assez innovant. Refuge social aussi, le Marais, repère de brigands, de bandits qui ont peuplé un territoire méprisé et souillé. L'invention, je vous l'ai dit, d'une certaine liberté a été possible. On peut penser comme le Marais comme un refuge à l'écart mais encore libre. En tout cas, toute cette manière de rentrer sur ce territoire nous a passionnés.
OK. OK. Voilà. Le titre de l'édition de notre atelier de projet cette année a sonné assez fort parce que, soumis à des pressions socio-environnementales fortes et imminentes, le territoire du Marais breton vendéen est en danger. Nous avons trouvé légitime que l'architecte s'engage à apporter des réponses concrètes aux questions de submersion marine et d'inondabilité menaçant ce territoire, mais que peut l'architecture? C'était bien notre question. On avait travaillé sur ce territoire et déjà, mais les 2 années précédentes, les 2 éditions précédentes de notre atelier de projet, les réflexions avaient plutôt porté sur les relations socio-économiques entre littoral et rétro-littoral, même si les fragilités et vulnérabilités environnementales étaient déjà présentes. Mais elles étaient cependant un peu comme en fond de plan. Et cette année, le curseur de la vulnérabilité socio-climatique du Marais a été au cœur de nos réflexions. Et ce changement, je pense, marque une conscience un peu autre, actuelle, de ces questions que nous nous engageons à considérer non plus comme un futur probable, mais comme un levier concret de projection des transformations du territoire. Au mois de février 2023, on avait organisé une semaine de projet intensive avec des étudiants du Master Ville et Territoire de l'École d'architecture de Nantes en lien avec l'Université de Nantes, avec des géographes et des juristes, donc qui est une perception assez croisée de ces démarches de projet. Et on avait travaillé sur la Barre de Mont, épicentre du risque de la submersion du Marais. Le 6e rapport du GIEC allait bientôt sortir, et la rencontre avec le maire de la Barre de Mont, donc qui est, c'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde est situé, qui est vraiment au pied du pont de Noirmoutier. La rencontre avec le maire nous a fortement interpellés quand un étudiant lui a demandé ce qu'il désirerait pour sa commune à l'horizon 2030, et lui de nous répondre: je ne devrais pas vous dire ça, car c'est vraiment pas audible ici, mais ce que je souhaiterais pour ma commune, c'est organiser son évacuation. Alors, les productions des étudiants et des étudiantes se sont concrètement emparées de ces projections et nous avons voulu continuer cette perspective dans l'édition du studio de projet Littoral Rétro-Littoral que je vous ai présenté ce semestre. Concrètement, ça voulait dire d'enquêter sur ces risques, d'engager une approche pragmatique, qu'on a voulu vraiment pragmatique, articulant enquête de terrain, documentation socio-technique et recherche plus métrique. S'engageait aussi un travail de représentation ad hoc. C'est vrai que le terme, par exemple, le terme submersion, c'est un terme générique, mais comment lui donner une consistance vraiment empirique? Alors, nous avons calculé les hauteurs de digues en lien avec des scénarios du GIEC. Lequel retenir? On est un peu atterri sur le SSP3-7 comme le moins pire des pires. Bon, voilà, il a fallu raisonner sur les controverses chiffrées, en fait, auxquelles on a à faire face. Nous les avons, ces digues, cartographiées. Nous les avons aussi arpentées et nous avons regardé l'état des brèches. Nous avons fait un entretien avec l'éclusier spécialiste de l'interface terre-mer, à ce sujet. Nous avons représenté les scénarios de débordement et d'écoulement des eaux. Nous avons pris au sérieux la microtopographie du Marais. Et puis, nous avons aussi enquêté sur l'état des débats dans le territoire, sur ces perceptions des acteurs publics, mais aussi des habitants sur ces questions. Et nous avons pris conscience que la mémoire de Xynthia était bien présente, même si elle était souvent vécue comme dans un passé avec une actualité peu perçue ou peu probable. Voilà, alors nous croyons dans ce studio au projet par la recherche, nécessitant croisement entre une actualité scientifique, technique, juridique et réglementaire, entre un travail de recherche, d'archives, enquête de terrain auprès des élus des communes, auprès des agriculteurs, des ostréiculteurs, des éleveurs, des gens de passage, que sais-je. Concrètement, vous voyez bien, il a fallu faire un peu, et c'est ce que peut l'architecture d'une certaine manière du point de vue de la recherche,
faire un peu feu de tout bois, et ce, dans un temps toujours très limité, qui est celui d'un semestre. Donc, on imagine croire à l'approche par fragments, des fragments expressifs de tous ces enjeux, et on reprend là un peu le paradigme indiciaire de la microstoria, par exemple, de Carlo Ginzburg, si je peux faire une référence. Et parfois, la cartographie sensible, déformée, a aidé à assembler tous ces fragments. Une représentation du Marais qui déborde, voilà. Et puis aussi, dans la perspective de ne pas être dans un diagnostic sans proposition de projet, de regarder les territoires et des expérimentations de référence dans les stratégies d'adaptation à l'eau. Alors moi, je pense au projet Adapto, notamment sur le marais de brouage, initié par le Conservatoire du Littoral. Je pense, on a regardé cette plateforme Océan et Climat et une cartographie mondiale des solutions déployées. Je pense aussi au projet hollandais de chambre pour la rivière. Je n'ai pas mis le mot en néerlandais, je ne l'aurais pas su le prononcer, désolée, qui laisse place à l'eau dans un pays qui a toujours lutté techniquement contre, même si on est là dans ces chambres pour la rivière, dans des approches que certains qualifient de techno-nature. Et puis, je pense enfin à des travaux de recherche-action localisés, comme celui-ci sur l'élaboration à partir d'un scénario dynamique de la submersion, d'indices de vulnérabilité, en regardant vraiment l'état du bâti et en imaginant aider à la décision. Alors, c'est un projet sur une petite commune vulnérable de Noirmoutier et porté par une équipe de recherche de géolithomère à Nantes, si vous les connaissez, même s'il est daté aujourd'hui dans les scénarios proposés, puisqu'il s'appuie sur des chiffres du PPRL de 2015. Et cette actualité-là pose de nouvelles questions. Donc, je pense bien sûr à tous les éléments de connaissance que le séminaire de ces 2 jours va produire et que je suis ravie d'écouter avec vous. Donc, c'est en relation avec tout ce travail que les étudiants et les étudiantes du studio de projet Littoral Rétro-Littoral ont engagé des projets et des postures d'architectes, des programmations innovantes et ajustées, je l'espère, et des propositions architecturales œuvrant dans un ensemble à portée stratégique sur ces questions. Alors, très rapidement, 3 enjeux majeurs ont porté les projets de ce studio, celui de réinventer l'habitat, puisque les changements climatiques, la montée des eaux nécessitent de quitter le modèle de l'habitation plein pied en zone inondable suite à l'extension urbaine des bourgs du Marais. Grosse question. De réinventer l'économie, une économie associant littoral et rétro-littoral et qui est marquée par les enjeux et les formes de la submersion marine, de l'intensification des inondations et de l'érosion littorale également. Et là, agriculture et tourisme se présentent comme enjeux économiques majeurs et pas facilement conciliables de prime abord. Et puis, 3e enjeu, celui du retournement de l'image, et évidemment quelque chose concernant l'acceptabilité. Quelle réception sociale du risque, alors que les questions foncières de relogement et de relocalisation de l'habitat, des activités, agissent comme une potentielle violence symbolique. Là où la loi climat et résilience ou toutes les questions d'indemnisation liées à l'érosion sont encore à penser, notamment. Alors, permettez-moi, en faisant défiler des images comme ça, de vous raconter un amas de questions que posent les situations précises que nous avons découvertes et mises en enquête ce semestre. Le projet de Paul Charrier. Lui, il a un projet sur l'agriculture saline au niveau du polder de la Couplace, dans le Marais, et qui propose, en relation avec l'élargissement par curage des étiers, de recomposer une topographie, un paysage bossy, sur lequel le bâtiment d'une ferme expérimentale pourra s'implanter. Le projet de Marie-Sophie Garnier sur l'agriculture saline aussi, avec un principe de champ flottant, elle est allée chercher des références en Birmanie et au Mexique. L'expérimentation agricole est l'occasion de s'implanter sur une parcelle en périphérie aujourd'hui d'un bourg au cœur du Marais, le bourg de Boin, si quelqu'un connaît, qui demain sera une potentielle interface, la parcelle sur laquelle elle est, une potentielle interface île-port accrochée à une route devenue Gois.
C'est un ancien port, d'ailleurs, la parcelle qu'elle a choisie, celui de la grande île de Boin, port important de l'économie du sel avant la poldérisation du Marais. Le projet de Manon Lalisse, qui pense au devenir de l'économie de la construction en lien avec des méthodes d'éco-construction d'une part, mais surtout en lien avec les conditions de relocalisation des habitations des habitants, notamment ceux des espaces pavillonnaires, des extensions urbaines des bourgs du Marais dont je vous ai parlé, qui sont, elles, réellement menacées. Le projet d'Oriane Alétru, qui est lié à une recherche touchante sur la vase. La vase comme boue, déchet non désirable, ou si elle est artialisée, comme glaise, la vase comme glaise, qui est quand même le matériau noble du sculpteur, ou pourquoi pas de l'architecte. Il existe déjà des réflexions aujourd'hui, notamment en Bretagne, sur la vase comme matériau, avec des briques de vase, et la matière première venue du dragage des chenaux, et elle est là, elle est à proximité, elle est très abondante dans le contexte qui nous attend. Le projet de Jasmina, qui est un projet de paysage et de jardin en lien avec cette montée des eaux, et qui est l'occasion de tester une architecture flottante à bas coût, mais qui propose aussi de présenter les représentations d'un paysage qui aurait changé et de les diffuser, ces représentations. Et enfin, un projet un peu fou, celui d'Hugo Perron, qui pense la question de la descente énergétique dans le contexte de cette archipélisation du Marais. Alors lui, il a regardé le passage d'un câble à haute tension à travers la forêt de Manial, qui reliant un parc éolien offshore à une il propose une régie municipale ou intercommunale comme compensation de ce passage. Donc, c'est toute une réflexion sur la notion de compensation, mais bon, d'une manière complètement utopique, d'une certaine manière. Il y associe à cette régie électrique municipale un programme de refuge en lien avec cette phrase du maire de la Barre-de-Monde dont je vous ai parlé tout à l'heure, organiser l'évacuation. Donc lui, il intervient dans la forêt où se jouent là des questions foncières spécifiques que nous n'avons évidemment pas eu le temps de fouiller comme vous l'auriez attendu de ma réflexion, entre domanialité de l'ONF, Office national des forêts, concession ONF aux colonies de vacances ou au camping dans la forêt et potentielle stratégie de reprise en main par les acteurs communaux ou intercommunaux. Pour conclure, parce que je parle beaucoup trop et surtout donc pour me taire, je citerai cette chute ou conclusion du projet de Marie-Sophie dont je vous ai parlé sur sa ferme port de la future ancienne île de Boin. Et elle dit l'ambition de cette futurologie, finalement nos projets d'architecture sont un peu de cet ordre-là, et d'être un instrument de lecture du territoire et de concernement des maraîchins, des habitants du Marais, à travers laquelle nous proposons de parler au temps présent. Imaginons restituer ce projet dans le PMU de Boin où nous avons commencé notre enquête de terrain. Imaginons retourner voir le maire de Boin avec ses images et ce nouveau paysage. Imaginons restituer tout cela à Stanley Potier, Jean-Luc Fron, Marie Renaud, Marcel Longépé. L'écriture d'un projet, sa représentation, projet projet de papier, tient aussi dans la production de documents qui sont circulés et qui participent possiblement à une culture du risque partagée. Le territoire n'est pas immuable, il peut s'y produire des tempêtes, des phénomènes de submersion, etc. Et il faut pouvoir le faire savoir aux habitants. C'est ce que conclut Stéphane Buchou, député de la 3e circonscription de Vendée, rédacteur du rapport parlementaire Quel littoral pour demain, remis en 2019, et ayant largement contribué à préparer la loi climat et résilience. Reste à savoir comment, bien sûr. Bon, je vous remercie pour cette écoute et laisse